Alors, sans plus tarder, commençons. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les écrire dans le chat, le clavardage. On va prendre les questions surtout à la fin, mais n'hésitez pas à les prendre en note, ça va me faire plaisir de répondre. Alors, la recherche clinique, selon l'INSERM, dans le fond, c'est un type de recherche médicale et en santé qui vise à produire des connaissances utiles à la compréhension des maladies humaines, à la prévention et au traitement. Ce sont donc toujours des études avec des sujets humains. Parfois, on peut aller faire des recherches en archives, mais c'est vraiment surtout avec des êtres humains et on utilise aussi la majorité du temps des données prospectives. Donc, ça va avec ce que je viens de dire, c'est moins souvent en archive, donc rétroactif, et on essaie d'obtenir des données sur l'évolution d'une problématique. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'identifier des mécanismes soit biologiques, psychologiques, environnementaux, qui vont permettre de cibler des éléments de prévention et d'intervention. Mais par ailleurs, on va aussi identifier des facteurs de risque, des facteurs de prévention, afin de comparer des approches thérapeutiques. Donc, il y a une situation, il n'y a pas une situation, il y a un volet meilleure compréhension clinique et un volet évaluation de l'effet ou de l'efficacité d'intervention. Alors, sur le plan médical, ça peut se faire souvent par la pharmacothérapie. Oh. Est-ce que tu toi, tu l'entends? Oui. On ne m'entend pas bien. Je vais parler dans le chat. Parce que ça risque de m'écrire quand on est. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à distance qui entendent ou la plupart des gens n'entendent pas? Si vous pouvez l'écrire dans le chat, s'il vous plaît. Les gens disent qu'ils entendent. OK. Oui, d'accord. Parfait. Donc, je continue. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à le signaler. Vous voyez qu'on est rapide pour intervenir. C'est merveilleux. Excellent. Qu'est-ce que je dis? Donc, souvent, sur le plan médical, c'est en lien avec la pharmacothérapie où on va évaluer l'effet de médication. Mais dans mon chapeau à moi, qui est en psychologie, c'est souvent l'effet d'intervention, de psychothérapie ou de programme d'intervention. C'est pas un cours de méthode de recherche, c'est un survol. Je n'ai pas la prétention ici d'être exhaustive. On aurait pu faire un 3 heures là-dessus, mais je voulais présenter les principales méthodes de recherche quand même que l'on peut utiliser en recherche clinique. Alors, il y a d'abord les études de cas. Nous sommes dans un paradigme de recherche où on cherche à généraliser les résultats, avoir des tailles d'effets, des statistiques importantes, des échantillons, évidemment, donc le plus grand possible pour obtenir ce poids statistique-là et pour obtenir des données qui vont représenter le plus grand nombre de gens possible. Mais l'étude de cas est une méthode qui n'est pas à négliger. Parce qu'elle permet, en fait, vous allez voir dans les différentes méthodes que je présente, il y a une gradation aussi dans le type d'étude à faire dans une problématique particulière. Alors, l'étude de cas permet une analyse contextuelle selon une perspective dite holistique. Bon, c'est difficile d'être complètement holistique, de voir l'ensemble de la problématique, mais ça permet certainement une analyse qui est plus approfondie et qui va nous donner un contexte très particulier. On peut utiliser les études de cas avec des données qualitatives ou quantitatives. On a souvent l'impression, en fait, les données qualitatives ne surprennent pas. C'est la majorité du temps des analyses qualitatives qui vont être faites lors d'études de cas. Mais on peut aussi faire des études quantitatives où on va avoir à ce moment-là, évidemment, des statistiques plus descriptives, mais où on peut faire aussi des analyses intra-sujets lorsque l'on peut comparer parfois à une population. Donc, on va vérifier si l'individu face à lui-même, s'il y a une différence significative avant ou après, peu importe une intervention ou le passage du temps, mais en fonction d'une base de données liée sur des articles scientifiques ou parfois c'est lié aux valeurs
psychométrique d'un questionnaire lui-même. Et vous avez toute une liste d'éléments qui peuvent être pris en compte lorsqu'on fait une étude de cas, que ce soit des entretiens, donc des entrevues, de l'observation, observation systématique, des analyses de documents, des enquêtes, des questionnaires, des groupes de discussion, mais on peut aussi faire des études expérimentales en études de cas. J'ai mis le modèle AB où on change des éléments dans l'environnement, soit dans le contexte, soit dans la manière de donner une consigne ou de réagir face à un comportement X pour voir de quelle manière la personne elle-même va réagir. Donc, ça peut être appuyé notamment, ce que je viens un peu de décrire, c'est le principe de l'analyse fonctionnelle du comportement. Ça peut être une méthode qui appuie les études de cas. On pourrait aussi utiliser un grand parallèle avec la revue de littérature. Donc, prendre un cas complexe spécifique et l'arrimer à ce que l'on connaît de la littérature scientifique pour voir ce qui détonne ou ce qui concorde à ce moment-là. Donc, c'est souvent utilisé comme première étape pour valider une théorie ou pour creuser en détail des éléments pour mieux comprendre une situation sans aucune prétention de généralisation, évidemment, mais ça peut nous permettre d'aller plus en profondeur. Ensuite, on a l'étape des essais ouverts. Un essai ouvert, le terme ouvert réfère au fait qu'il n'y a pas de comparaison. Donc, tout le monde va suivre la même intervention sans comparaison avec un groupe contrôle ou un autre traitement. Donc, le recrutement souvent est chronologique. Lorsque la personne va répondre finalement à l'annonce de recrutement, va participer à l'intervention et on va collecter les données de cette manière-là. C'est souvent une première étape pour vérifier l'effet d'une intervention, ce n'est pas l'efficacité. Pour parler d'efficacité, on doit avoir le potentiel statistique de déterminer que les changements comportementaux ou émotionnels ou dans les pensées de l'individu sont bel et bien liés à l'intervention. Je continue, parfait. Donc, dans un essai ouvert, on vérifie s'il y a un effet, si on observe un changement, mais on n'est pas en mesure de pallier les différents biais qui pourraient survenir. On ne peut pas prétendre que tout changement est lié directement à l'intervention parce qu'on n'a pas contrôlé pour ces termes, ces biais-là. Alors, évidemment, ce qui vient après, comme je disais, c'est un survol. Il y a d'autres étapes intermédiaires moins importantes, mais c'est l'étape de l'essai clinique randomisé, ou l'essai contrôlé randomisé, qui, à ce moment-là, a vraiment le mandat de comparer l'effet ou voir l'efficacité, dépendant de la taille d'échantillon, etc., de différents traitements. On peut comparer un groupe contrôle, on peut comparer à une autre modalité de traitement et souvent, c'est dans la mesure où on veut déterminer quel traitement a le plus d'effet. Alors, les hypothèses vont toujours être en lien avec, on souhaite montrer qu'un traitement va avoir un meilleur effet ou un effet sur un plus grand nombre de personnes, sur une généralisation de variables, etc. L'essai clinique randomisé est régi par des règles assez strictes dans la façon de diriger un essai clinique randomisé pour vraiment s'assurer, comme je le disais tout à l'heure, comparativement à l'essai ouvert, de contrôler pour la plupart des biais. On veut vraiment s'assurer que les changements sont attributaires de l'intervention. C'est souvent à la suite d'essais cliniques randomisés auprès de différentes populations, de différents groupes ou par différentes équipes de recherche que l'on va établir les fameuses données probantes. Je me permets un petit éditorial parce que les données probantes, c'est un terme qu'on utilise souvent, un peu à tort et à travers, pas toujours de la bonne manière plutôt. Une donnée probante n'est pas un résultat empirique ou n'est pas un résultat significatif. Les données probantes, c'est un cumul de données significatives avec une méthode qui est ferme, qui est contrôlée, qui est rigoureuse
et qui permet d'affirmer ce qui est peut-être le plus près d'un consensus, mais sans atteindre un consensus réel de ce qui donne vraiment un effet. Donc, on peut avoir des données probantes face à une problématique particulière. On sait que, par exemple, la médication face aux troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité ou par rapport à des symptômes de schizophrénie, il y a une classe de médicaments qui va avoir effet. Les thérapies cognitives comportementales, particulièrement, ont été reconnues par des méta-analyses et le cumul de données probantes comme étant efficaces pour la majorité des troubles anxieux. Maintenant, quelle thérapie cognitive comportementale, ça, il peut y avoir des détails et des recommandations, mais l'idée est vraiment ici de brosser un tableau un peu plus large pour bien comprendre le principe des données probantes et la gradation, donc des méthodes qui nous permettent d'arriver à ces conclusions-là. Le dernier point qui correspond moins à une gradation de méthode comme telle, mais dont je voulais parler aujourd'hui, c'est l'évaluation de programme. L'évaluation de programme vise vraiment, en fait, c'est vraiment une démarche qui est systématique, qui est balisée par des directives ministérielles sur la façon de diriger un processus d'évaluation de programme, parce qu'éventuellement, ça va mener à des décisions, des orientations sur les soins, par exemple, à donner à la population. Et ça peut avoir différents objectifs allant de la pertinence, donc la faisabilité, l'impact dans le milieu, etc., à l'efficacité de l'intervention du programme. Donc, l'efficacité comparativement à l'efficience, l'efficacité fait référence au fait qu'on atteint bien les objectifs, que l'intervention donne bien les résultats souhaités, tandis que l'efficience, à ce moment-là, on va faire un parallèle un peu plus avec la performance. Est-ce que dans un temps et des mesures pour les moins coûteuses, j'ai envie de dire, on arrive à répondre aux objectifs. Donc, ce sont vraiment deux éléments différents. Et on peut cumuler des données vraiment sur le processus d'implantation. Alors ça, c'est de l'évaluation de programme. Ça peut être super intéressant pour évaluer, par exemple, ce qui est déjà fait dans une clinique ou un processus clinique qui est déjà en place pour essayer de déterminer de manière empirique le plus possible, déterminer des valeurs d'efficacité ou d'efficience. Faire de la recherche clinique implique différents enjeux particuliers. Le premier, fait référence à ce que j'ai dit au tout début, c'est que ce sont des études qui sont effectuées auprès des êtres humains. Donc, et souvent d'une population spécifique, une clientèle particulière, qui a une problématique particulière ou un vécu particulier. Donc, sur le plan éthique, on doit toujours se poser les questions à s'assurer d'abord que notre intervention a un risque minimal, mais et surtout trouver l'équilibre clinique. Je donne un exemple avec, par exemple, l'essai clinique randomisé où on a un groupe contrôle. Le groupe contrôle ne reçoit pas l'intervention. Parfois, il est mis sur une liste d'attente pour recevoir l'intervention plus tard, mais on doit s'assurer au plan éthique que la personne ne s'enfonce pas dans un état de détresse ou de malfonctionnement parce qu'on veut pouvoir comparer l'effet de l'intervention, soit au passage du temps ou soit à une autre modalité de traitement que, rappelez-vous, il y a quelques minutes, j'ai dit, on s'attend toujours, on base nos hypothèses sur le fait qu'il y a une intervention qu'on estime avoir de meilleurs résultats que l'autre. Mais et donc, on doit assurer à nos participants qu'ils ne seront pas pénalisés s'ils sont attribués, randomisés à l'autre groupe d'intervention. Donc, ces éléments-là sont super importants et doivent s'arrimer au protocole de ce que l'on souhaite mesurer, pour ce que l'on souhaite mesurer. Le deuxième enjeu, c'est lié au coût financier ou au coût en ressources humaines.
souvent, lorsqu'on fait des interventions où il y a de l'intervention, notamment de la psychothérapie, bien, on doit engager des psychothérapeutes, des psychologues, des psychothérapeutes, membres de l'ordre qui ont un permis de psychothérapie. On doit avoir des évaluateurs qui sont indépendants des personnes qui donnent le traitement pour s'assurer, encore une fois, qu'on élimine les biais, parce que l'intervention se fait en prime, se fait en poste et en suivi. Donc, la personne qui fait l'intervention ne doit pas être au courant de la modalité de traitement pour ne pas influencer d'une manière ou d'une autre, volontairement ou pas, la perception de l'intervention pour vraiment en mesurer l'effet. Puis donc, financier en ressources humaines, mais aussi un coût lié au fait de travailler avec des êtres humains. J'ai commencé en parlant des études de cas puis en allant vers les essais cliniques randomisés. Je ne l'ai pas précisé, mais vous avez bien compris que pour avoir une puissance statistique, lorsqu'on a au moins 2 groupes que l'on souhaite comparer, bien là, on n'est plus à cas unique. Là, ça prend une taille d'échantillon qui est importante pour pouvoir assurer l'analyse de nos variables. Donc, on a besoin de rencontrer beaucoup de gens. Lorsqu'on travaille avec des populations spécifiques, bien, nécessairement, on a donc une certaine prévalence de la population générale, on resserre les taux. Si on fait des entrevues en personne ou quoi que ce soit, il faut que ce soit dans un rayon où les gens acceptent de se déplacer. Donc, on rétrécit encore une fois le potentiel de rejoindre ces gens-là. Et ce qui m'amène au 3e enjeu, qui est le risque ou le taux potentiel d'attrition, de perte de participants, soit durant l'intervention, ou ce qui est le plus payant en recherche, c'est aux évaluations après l'intervention et au suivi 3 mois, 6 mois plus tard, voire 1 an. Comment ramener ces gens-là à refaire l'intervention pour s'assurer que l'effet de notre intervention a bien fonctionné puis qu'ils ont gardé des éléments qui les aident à fonctionner au quotidien malgré les aléas de la vie. Donc, on revient au coût, à l'attrition, à l'éthique. C'est vraiment un enjeu. Et le dernier point chapeaute un peu tout ça, c'est de bien comprendre que même si on parle de recherche clinique, ce n'est pas les soins cliniques, dans le sens où on essaie de s'arrimer le plus possible aux soins, mais lorsque l'on vise vraiment à octroyer un service ou des soins à la population, on va vraiment s'arrimer à leurs besoins, plus dans l'immédiat. Le protocole de recherche, en fait, c'est un peu un pléonasme. Le protocole indique qu'il y a une rigueur, qu'il y a des critères d'exclusion. Je vous donne un exemple. Pour bien évaluer l'effet de l'intervention, on pourrait exclure des participants qui auraient un changement de médication durant l'intervention que l'on mesure en psychothérapie. Parce que s'il y a un changement de médication, on ne peut plus s'assurer, hors de tout doute, que le changement dans les comportements, les pensées, les émotions est bel et bien lié à notre intervention parce qu'il pourrait aussi être lié au changement de médication. Maintenant, on ne peut pas éthiquement demander à un jeune, par exemple, qui est en attente d'un rendez-vous avec le pédopsychiatre et tout ça, de dire, ben non, on ne change pas la médication parce qu'on est en train de faire un protocole de recherche. Donc, on perd les participants. Fait, voyez-vous la boucle de tout ça qui entraîne des difficultés et que ça prend du temps pour avoir des données suffisamment représentatives réellement de la problématique ciblée habituellement parce qu'il y a vraiment différents enjeux qui entrent en ligne de compte. De la même manière, s'il y a quelque chose qui survient de très particulier dans la vie de l'individu, bien, dans le protocole de recherche, c'est à peu près le seul moment où ce qu'on va faire à la séance 3 avec Mathieu, Isabelle et Jérémy, ça va toujours être la même chose parce que c'est dans le protocole de recherche. En intervention, s'il survient quelque chose dans la vie de l'individu, bien, on va prendre le temps de l'adresser, de regarder les effets sur la problématique ou quoi que ce soit. Donc, l'importance de la rigueur du protocole pour bien s'assurer de l'effet de nos résultats
peut être un frein à s'arrimer avec les soins et les services, notamment en pédopsychiatrie ou en santé mentale en général, finalement, auprès des jeunes. Ceci dit, voici la réalité. Il ne faut pas s'arrêter à ces enjeux-là. On y arrive quand même. Et pour ce faire, j'ai envie de vous présenter un petit peu mon laboratoire de recherche. Alors là, je mets mon chapeau de chercheur pour les prochaines diapos pour vous donner des exemples un peu concrètement après avoir fait la présentation de ce que c'est. Donc, moi, je suis rattachée au département de psychiatrie à l'UQAM. Ce département-là est divisé en sections. Il y a des sections qui sont rattachées à des approches en psychologie, cognitive comportementale, psychodynamique, neuropsychologie. Et il y a des sections qui sont rattachées à des domaines de la psychologie de l'éducation. C'est mon cas. C'est-à-dire que ça englobe les milieux scolaires, notamment, mais tout ce qui touche à l'éducation. Donc, souvent, on fait référence aux jeunes, aux enfants, aux ados, mais à la rééducation aussi. Et il faut faire vraiment la distinction avec la psychoéducation. C'est pas la même chose. Bref, ma parenthèse étant fermée, nous sommes un laboratoire qui a présentement 8 doctorantes et doctorants en psycho. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis 2006, la maîtrise clinique n'existe plus, finalement, en psychologie. Le doctorat est obligatoire, ce qui fait qu'un doctorat en psychologie, c'est minimum 5 ans, soit un essai clinique ou le profil scientifique professionnel qui mène à faire de la recherche aussi. Il y a un profil recherche uniquement aussi qui ne mène pas au titre de psychologue. Je le précise parce que parfois, on ne le sait pas que ce doctorat-là est particulièrement long et nécessite des études de la part des doctorants. Et souvent, lorsque les étudiants sont inscrits au profil professionnel, c'est une étude qui va être plus clinique, plus rattachée aux soins, plus rattachée de près ou de loin à l'intervention comparativement à une étude qui pourrait être plus expérimentale, qui va davantage être liée au doctorat en recherche. Pardon. Donc, moi, je suis psychologue aussi de formation. Donc, d'emblée, ça teinte la programmation de recherche de mon labo aussi. La clientèle qui chapeaute pas mal tous nos projets de recherche, c'est la clientèle des enfants, des adolescents neurodivergents ou ayant un trouble de santé mentale. Particulièrement des jeunes qui ont un trouble neurodéveloppemental majeur dans mon laboratoire qui touche aux jeunes qui ont le syndrome G de la Tourette. Aussi les jeunes qui ont un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, trouble de comportement, crise de colère, crise de rage, épisode explosif, en fait, et les jeunes qui ont un trouble obsessionnel compulsif. Donc, l'élément commun, c'est un déficit ou des enjeux de contrôle des impulsions ou liés au manque d'inhibition dans certains comportements. L'approche, bien évidemment, c'est une recherche clinique qui est axée sur les services, mais aussi en parallèle à l'identification des concepts sous-jacents. Donc, bien comprendre les éléments biopsychosociaux qui mènent à ce qu'un jeune qui a un profil similaire va avoir ou pas tel type de comportement, de quelle manière il ou elle va s'adapter plus ou moins bien dans différents milieux. Donc, les 3 axes de recherche qui sont mentionnés ici regroupent différents projets au sein de ce type d'approche-là. Je vous présente brièvement 5 études issues de notre labo. Alors, le premier, c'est un essai clinique ouvert qui s'intéressait aux jeunes qui ont un trouble obsessionnel compulsif. Ce projet-là a débuté en 2016 avec un financement interne et on avait l'opportunité incroyable de faire une étude multisite sur 2 sites. Il y avait donc une équipe de recherche à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal qui était vraiment une équipe de recherche.
Et on travaillait de pair avec les intervenants, en fait, l'équipe clinique de ce qui s'appelait auparavant à l'hôpital Rivière-des-Prairies la CITA, la clinique d'intervention pour les jeunes qui ont un trouble anxieux. Tout le monde souhaitait vraiment mettre de l'avant une nouvelle intervention, l'approche basée sur les inférences, dont je vais vous parler juste un petit peu plus tout à l'heure, parce que le but de l'étude était d'évaluer l'effet de la thérapie auprès des jeunes qui ont un trouble obsessionnel compulsif. Cette intervention-là est assez bien reconnue et de plus en plus auprès des adultes pour avoir un effet très intéressant sur la diminution des symptômes en général chez les gens qui ont un TOC, mais aussi ceux qui sont réfractaires à l'intervention plus classique, qui est basée sur le principe d'exposition avec prévention de la réponse. Alors, vous avez ici globalement les objectifs. Sévérité des obsessions-compulsions, ça va un peu de soi, conséquemment, amélioration du fonctionnement psychosocial. Et on avait différentes variables qui allaient être étudiées qui tendent à maintenir habituellement les symptômes obsessionnels compulsifs. Donc, l'accommodation familiale qui est liée, si les gens ne savent pas vraiment, entre autres, beaucoup d'évitement ou à ce que la famille aménage, accommode les consignes ou l'environnement pour diminuer la détresse du jeune qui le mène à avoir des compulsions. Sauf que ce qu'on sait, c'est qu'à moyen et long terme, on renforce à ce moment-là la problématique. Sur un principe de renforcement négatif. Je ne vais pas aller trop dans la théorie. La confusion inférentielle et le niveau d'introspection, bien ça, c'est lié à l'intervention comme telle. Très rapidement, si ça vous intéresse, là, chacune des études, là, je fais vraiment un survol. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire par la suite. L'approche basée sur les inférences, dans le fond, se base sur l'idée des comportements imaginaires et du doute qui mènent à avoir des obsessions, des compulsions. Donc, l'intervention inclut ce processus cognitif qui est la confusion inférentielle. On va cibler la confusion inférentielle. Comment je pourrais l'expliquer simplement? Il y a une confusion par rapport aux inférences des éléments de l'environnement qui donc renforcent le doute obsessionnel qui mène à faire des compulsions. Donc, toute cette étude-là était bien assise sur le plan théorique, nous donnait des opportunités d'avoir du multisite, mais nous avons été pris par ma diapo des enjeux il y a quelques minutes, avec des enjeux terribles liés au recrutement, notamment sur le site ici au sein de l'hôpital Rivière-des-Prairies, parce que notre protocole impliquait, je vous ai parsemé déjà des indices auparavant, de ne plus pouvoir inclure des enfants qui avaient un changement de médication, des enfants qui avaient une sévérité importante de symptômes, parfois avaient des épisodes d'hospitalisation. Donc, à ce moment-là, on ne pouvait plus les garder dans le protocole comme tel, où l'équipe clinique jugeait qu'il devait absolument y avoir intervention par exemple, en travail social, autant qu'en psychologie, autant que par différents intervenants de l'équipe multidisciplinaire. Et donc, ça venait, et on ne s'opposait pas à ça, évidemment, parce que c'est ce qui est pour le mieux pour le jeune, mais ça venait bousiller le protocole. Alors, le fait d'avoir des participants, un nombre suffisant de participants qui ont fait toute l'intervention pure, ça a été vraiment un parcours du combattant. Fait que j'en parle souvent de cette étude-là, justement en lien avec la diapo des enjeux, parce que on sait que c'est super important d'avoir des données, parce qu'auprès des adultes, c'est une intervention, c'est une approche très prometteuse, mais sur le plan de la réalité, on a beaucoup de difficultés à obtenir ces données-là. Donc, sur le plan scientifique, ben, ça reste que c'est un modèle qui est moins reconnu parce qu'on n'a pas des publications
habituellement valorisé dans le paradigme actuel où on a besoin d'une grande taille d'échantillon. On a quand même extrait des données, 8 communications scientifiques, 3 articles avec comité de pairs, dont un article qui va couvrir les résultats globaux principaux qui est en cours de rédaction. J'ai une étudiante qui avait fait une étude de cas à l'époque avec une jeune qui avait 12 ans et qui avait des symptômes sévères de TOC qui se sont vus diminuer de façon drastique sous le seuil clinique avec un maintien des améliorations 8 mois après l'intervention. On a eu aussi une étude qui a permis de mesurer les composantes cognitives sous-jacentes à cette approche, l'approche basée sur les inférences, et où on a quand même pu observer que la confusion inférentielle est présente chez les jeunes, joue un rôle dans le déclenchement et le maintien des symptômes de TOC, et aussi que la confusion inférentielle d'un parent, la confusion inférentielle élevée chez un parent, a un effet aussi sur le doute de l'enfant. Donc, un maintien ou je ne parlerai pas d'un transfert intergénérationnel, mais une dynamique familiale qui maintient donc conséquemment les symptômes de TOC. Donc, ce que l'on peut avancer, c'est que l'approche basée sur les inférences est une approche qui s'applique aux jeunes, aux enfants et aux ados, qui est prometteuse, mais on a, malgré le temps, malgré toute l'énergie qui a été mise là-dessus, on n'a pas tant les données empiriques pour que ce soit révolutionnaire. Par ailleurs, la prochaine étape, c'est de faire un protocole de recherche et c'est de plus en plus accepté, qui est un peu moins rigoureux. Il y a des modèles statistiques maintenant qui permettent de prendre en considération s'il y a eu un changement de médication, ce genre de choses pour atteindre notre objectif quand même de mesurer l'effet de cette intervention-là. La deuxième étude que je veux vous présenter, c'est plus de l'ordre de l'évaluation de programme. C'est une étude de faisabilité, vraiment. C'est une étude pour laquelle je suis co-chercheur. C'est pas moi qui dirige cette étude-là et c'est issu d'un concours qui a été organisé par le ministère pour le soutien à l'implantation et au maintien des actions associées au PAISM, donc au plan d'action interministériel en santé mentale. C'est en collaboration avec le CIS Montérégie-Ouest. On m'a approché pour participer à la création d'un programme d'intervention de groupe qui vise la régulation émotionnelle des enfants de manière, en fait, j'ai écrit ici transdiagnostic, mais c'est plus que ça. C'est transdiagnostic, mais en fait, sans égard au diagnostic. Ça peut être un enfant qui n'a pas encore de diagnostic de santé mentale déterminé, qui en a un, ou qui n'en aura jamais, mais où on détecte des enjeux de régulation émotionnelle et pour lesquels les parents ont contacté le CIS de leur région pour avoir des services parce que la situation était difficile à la maison, parfois à l'école aussi. Pour le moment, ce sont des intervenants de l'équipe de santé mentale jeunesse qui octroient l'intervention. Alors, on est dans les tout débuts. Là, ce projet-là a été créé en 2023 avec d'abord la mise sur pied du programme d'intervention qui recoupe globalement des éléments thérapeutiques liés à une psychothérapie dont je vais vous parler dans quelques minutes, mais que j'avais créé il y a quelques années pour la gestion des épisodes explosifs des jeunes qui ont un syndrome chez la Tourette, mais avec des éléments aussi du programme équipe, pardon, dyslexie, du programme équipe qui est octroyé, utilisé à plusieurs endroits, notamment ici avec la co-chercheure Léna Benamor au CHU Sainte-Justine. Très concrètement, pour le moment, il y a une thèse de spécialisation, donc une thèse honors qui est rattachée
À cette étude-là, l'étudiante va évaluer la perception des parents quant à l'implantation de l'intervention et à leur perception de l'effet de l'intervention. Donc, on est dans des analyses qualitatives. Donc, il y aura des communications à venir. On mise beaucoup aussi sur le transfert et la mobilisation des connaissances à la suite de cette étude-là. Et en fait, parce que ce que l'on souhaite, c'est que cette intervention-là puisse éventuellement s'étendre. Je l'ai mis ici en dernier point. Éventuellement, ça pourrait être octroyé aussi par les équipes du CIUSNIM, autres CIUS ou quoi que ce soit. Mais avant, donc, transfert et mobilisation des connaissances sur le plan de la formation, pour les intervenants et de l'effet de cette intervention-là sur la régulation émotionnelle de manière trans ou interdiagnostique, parce que présentement, l'organisation des services est encore un petit peu trop axée sur des populations cibles qui sont basées sur les catégories connues, entre autres du DSM ou de la CNIDIS, mais que l'on sait qui sont parfois artificielles, qu'une intervention peut fonctionner pour une population ciblée, mais pourrait aussi fonctionner pour une population un peu différente ou qui n'a pas nécessairement de diagnostic. Bref. Mais il y a aussi une étape préalable qui est d'évaluer l'effet, donc vraiment de l'intervention sur les symptômes réels, mais aussi d'évaluer ce qu'on appelle l'impact de l'intervention, donc sur la diminution éventuelle des services par après. Parce que le but, dans le fond, c'est de faire une intervention qui est précoce dans le processus et donc éventuellement de diminuer, d'avoir un effet positif sur les services plus spécialisés qui pourraient survenir dans le développement de l'enfant éventuellement. Donc, on veut prévenir ces interventions-là qui sont plus importantes si possible. Parfait. Alors, on continue avec la troisième étude que je vais vous présenter, qui était un essai clinique randomisé avec groupe contrôle. Je dis qui était parce que ça, c'est une subvention de premier chercheur du FRQ, des fonds de recherche en société et culture du Québec, que j'ai obtenu en 2014. Ça fait un petit bout. C'est l'étude qui vise à évaluer le traitement Prends ton tourette par les cornes. Donc, évidemment, c'est en parallèle avec Prendre le taureau par les cornes, mais qui visait vraiment à aider les jeunes qui ont un syndrome G de la Tourette, qui avaient des épisodes de crise de colère importants. En fait, on ciblait l'entraînement à l'autocontrôle. Puis l'idée avec le taureau, c'est que parfois, il y avait une certaine croyance générale dans la population que c'est la médication ou à peu près simplement qui pouvait vraiment aider parce que c'était tellement impulsif, tellement rapide, la courbe d'escalade était tellement intense qu'on avait très peu de moyens. Alors, nous, on avait la prétention de dire on peut entraîner certains éléments liés à l'autocontrôle qui va diminuer cette vitesse d'escalade-là et donc prendre son tourette par les corps. C'était un essai clinique à petite échelle avec groupe contrôle qui était un groupe de soutien parental. Donc, les parents et les jeunes étaient rencontrés pour parler de la problématique sans qu'aucune stratégie d'intervention très concrète ne leur soit enseignée, ne leur soit transmise. Vous vous rappelez, au début, on parlait des enjeux éthiques. Alors, nous, ce qu'on offrait à ces gens-là, c'est que ceux qui faisaient partie du groupe contrôle, après, pouvaient recevoir l'intervention, mais pour le bénéfice des mesures d'effet d'intervention, on devait passer par ces étapes-là. Là aussi, on a eu quelques enjeux liés au recrutement. En fait, pas tellement au recrutement, mais plutôt à l'attrition. À partir du milieu de l'intervention, ce qu'on a observé, c'est qu'à partir du milieu à peu près de l'intervention qui était sur 8 à 10 semaines,
Il y avait des bénéfices palpables, des retombées très concrètes. Il y avait moins de crises à la maison. C'était plus agréable pour les parents, pour l'enfant. Il y avait moins d'explosions de comportements violents. Donc, la pertinence pour eux, puis là, c'est mon interprétation, mais de faire la place dans l'agenda pour venir aux rencontres de thérapie et par la suite encore plus aux rencontres d'évaluation, de suivi, ben, retombait dans le bas de la pile parce que le sentiment d'urgence était moins présent. Ce n'est pas que mon interprétation. On a eu des mesures de questionnaire de suivi lorsque les gens aussi quittent l'intervention. Mais par ailleurs, un des éléments que je veux mentionner ici en lien avec cette étude-là, c'est qu'il y a eu des retombées cliniques très, très concrètes. On a été invités à faire beaucoup de formations dans des écoles, dans des équipes cliniques, auprès de parents concrètement, auprès de psychothérapeutes et de psychologues, donc une formation accréditée par l'Ordre des psychologues du Québec, parce que cette problématique-là est importante. Les familles où il y a des épisodes explosifs, il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de perte de repères, j'ai envie de dire, et on avait besoin d'une intervention particulière. Sur le plan scientifique, il y a quand même eu plusieurs retombées. Je n'irai pas nécessairement dans le détail. Nous sommes en train, là aussi, de finaliser l'écriture d'un article qui va rapporter les résultats généraux. J'ai même aussi, non, je vais quand même y aller un petit peu dans le détail parce que c'est intéressant. J'ai un étudiant qui a évalué si la présence de symptômes liés du TDAH et du TOC avait un effet sur l'intervention, sur l'effet de l'intervention. Ces résultats ont montré que c'est la composante d'inattention qui a le plus d'effet sur la réaction à l'intervention. Alors, on aurait pu penser l'hypothèse, parce que basée sur la littérature scientifique, mais l'espèce d'hypothèse clinique aussi primaire, c'est que c'est l'impulsivité ou souvent avec le TOC, le lien, c'était la difficulté liée à la flexibilité cognitive, le manque de flexibilité cognitive. On aurait pu penser, on pensait dans nos hypothèses que c'est ça qui aurait un effet qui pouvait limiter l'intervention. C'est la composante d'inattention, donc à suivre la psychothérapie particulièrement, qui a eu un effet sur la réaction à l'intervention. Et pourtant, c'est une psychothérapie qui est adaptée aux jeunes. On prenait des pauses, il y avait des exercices où les jeunes bougeaient, etc. Mais c'est quand même intéressant parce que non rattaché au concept cognitif que l'on pensait liés aux épisodes explosifs. J'ai une diapo, évidemment, qui vient d'ailleurs être en anglais, pas de la même couleur, simplement pour montrer que les résultats, dans le fond, ce qu'ils montrent, c'est qu'il y a un effet sur la fréquence des épisodes explosifs. Mais dans le temps, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a rarement un effet sur l'intensité des épisodes explosifs. Donc, on est capable de restreindre la montée de la crise de colère, mais lorsqu'une crise se manifeste, ça demeure une crise importante avec des comportements violents, mais il y en a moins souvent dans le répertoire de comportement des jeunes. Puis par ailleurs, ce qui a un lien avec tout l'enjeu du transfert et de la mobilisation des connaissances dont je parlais il y a quelques minutes, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a on a fait des questionnaires de satisfaction, on a passé des questionnaires de satisfaction pour avoir le pouls des familles et on était de l'ordre de entre 80 et 98% de taux de satisfaction perçu. Comme quoi l'intervention avait diminué les épisodes explosifs de leurs jeunes, comme quoi le fonctionnement familial était plus positif et comme quoi eux percevaient que la situation s'était grandement améliorée. Donc,
ça va un peu avec cette idée que la fréquence des crises qui diminue a un effet sur le fonctionnement familial le plus pesant, qui est important. Et même s'il y a des crises de temps à autre qui surviennent néanmoins, le gain sur le plan vraiment du fonctionnement de la famille, des conflits internes, du stress parental, de la détresse parentale est important. Il vaut donc la peine d'avoir ces interventions-là. Quatrième étude, c'est un essai clinique randomisé qui cible les tics des jeunes, qui cible les tics chez un groupe de jeunes et un groupe d'adultes ayant le syndrome Gilles-Latourette. C'est une grosse étude qui a été mise en place à partir de 2015 qui visait vraiment à comparer l'effet de deux modalités de traitement. Le modèle COPS, incluant la thérapie face aux tics. COPS, c'est pour cognitif psychophysiologique. Donc, mis ensemble, ça fait COPS. Rien à voir avec des policiers. Face aux tics, c'est l'intervention pour les jeunes que l'on a comparé à l'effet du Comprehensive Behavioral Intervention for Tics, le CBIT, qui est présentement dans les lignes directrices d'intervention pour les jeunes qui ont syndrome Gilles-Latourette. Très, très rapidement, parce que ça aussi, j'aurais pu en parler pendant 3 heures juste de ça. La thérapie CBIT, c'est issu de l'approche vraiment plus behavioriste, plus comportementale, où on procède à l'entraînement, grosso modo, je le fais très rapidement, là, entraînement à une réponse incompatible. Donc, on va vérifier dans quelle mesure les tics surviennent, dans quel genre de contexte les tics surviennent, et on va aménager l'environnement pour diminuer les tics. Et on va travailler avec la personne, si par exemple c'est un mouvement de l'épaule, à faire un mouvement vraiment incompatible, à peser vers le bas, à détendre son muscle, etc., pour empêcher que le tic survienne. En comparaison, l'approche, vous comprenez, que je préconise, qui est issue de mon laboratoire, qui a été créé par Kieran O'Connor, vise à déterminer les éléments cognitifs, les pensées, les émotions et l'état physiologique du corps, donc l'état de tension musculaire, qui mène à avoir plus de tics dans différentes situations. Donc, on est moins lié au contexte, comme vous êtes assis en train d'écouter une conférence, que comment vous vous sentez à ce moment-ci. Si vous êtes tout seul dans votre bureau, en Zoom, personne ne vous regarde, il n'y a peut-être pas les conditions qui pourraient mener à faire plus de tics. Si vous étiez dans une salle où les gens pouvaient vous voir, où un tic sonore serait entendu par tout le monde, il y a probablement plus de chances que les tics à ce moment-là seraient plus présents parce qu'on ne veut pas qu'ils soient présents. Donc, bref, là, je pars sur le tourette, là, je vais déraper, je vais dépasser mon temps. Mais donc, l'effet de ces deux interventions-là. Alors, vous voyez la chronologie de l'étude de 2015 à 2020. Il est arrivé toutes sortes de choses là-dedans, les aléas de la vie, où, entre autres, il y a eu le décès du chercheur principal, M. O'Connor, qui est décédé en 2019. Après, en 2020, vers le mois de mars, il est arrivé quelque chose là, qui a fait en sorte qu'on a tout transféré l'étude à distance, autant l'évaluation, la psychothérapie, on faisait de la téléthérapie. Donc, ça a vraiment chamboulé le protocole, pas à peu près, mais on a réussi quand même à tout transférer. Et on a eu même le bénéfice secondaire inattendu de rejoindre des gens, par exemple, de Val-d'Or ou de Trois-Rivières, qui ne seraient peut-être pas venus suivre la psychothérapie à Montréal, près du pont-tunnel, qui est toujours bloqué. Donc, il y a eu des effets comme ça. Et avec on a à peu près presque le quart de notre échantillon qui a suivi l'étude en ligne. Et on a fait quelques analyses, même si ce n'était pas prévu dans le protocole, et il ne semble pas y avoir d'effet négatif à avoir suivi la thérapie en ligne versus en personne. Ça reste à vérifier, évidemment, mais ça donne une belle
par une situation pas souhaitée, ça nous permet des avenues particulières, intéressantes sur le plan clinique et même sur le plan de la recherche finalement. Alors, au travers de ça aussi dans l'imbroglio, et là, je parle surtout pour le fonctionnement de la recherche clinique, par le biais de la pandémie, mais du temps qui a passé aussi dans ces années-là, on est passé de données papier, où les gens qui venaient faire l'étude remplissaient les questionnaires en version papier, à tout en ligne, donc arrimer la base de données. On faisait des questionnaires avec le logiciel Qualtrics, avec des PDF électroniques, etc. Arrimer tout ça, je ne vous dis pas le temps, l'énergie et l'expertise qui a été mise à nettoyer la base de données après une étude où il y a eu toutes sortes d'aléas comme ça importants. Évidemment, plus on fait des études qui sont longues, plus on risque qu'il arrive toutes sortes d'affaires. Mais voilà. Alors, sur le plan des retombées, d'abord, il y a eu beaucoup de formations professionnelles à cette intervention. Il y a eu beaucoup de communication scientifique dans des congrès régionaux, internationaux, invités par des étudiants. Il y a eu plusieurs articles avec comité de pairs. Ici, je vais passer assez rapidement. Donc, c'est là où je disais au début, je fais différent parce que c'est la semaine de la recherche. Là, je vais moins dans l'optique d'une présentation scientifique où ce qu'on veut, c'est les résultats. Moi, je les passe rapidement. Si ça vous intéresse, communiquez avec moi ou retrouver les articles. Ça va me faire plaisir d'en reparler. Mais c'est vraiment le processus que je trouve intéressant, surtout de décrire dans un événement comme la semaine de la recherche. Mais je vais quand même vous dire qu'on avait prévu avoir 120 participants à la base. On a 98 personnes qui ont été randomisées aux 2 modalités de traitement. Et au final, on a eu 61 enfants et 37 adultes qui ont complété tous les temps de mesure. Voyez-vous l'attrition? Voilà. Donc, mais néanmoins, l'effet de l'intervention, les 2 interventions, rappelez-vous, s'est avéré équivalente au plan statistique. Donc, on n'a pas pu prouver que le modèle COPS est davantage efficace que le fameux CIBIT, sauf que le CIBIT a une panoplie d'études qui montrent son effet et on est minimalement équivalent. Et même sur le plan des évaluations secondaires, comme le fonctionnement global de l'individu, l'intervention COPS avait légèrement un meilleur effet. Donc, ça veut dire qu'on est au moins aussi bon que l'intervention reconnue en ce moment. Le but n'est pas de faire une compétition pure et dure, c'est de donner un arsenal d'options cliniques pour différentes personnes qu'on a devant nous parce qu'on a des gens qui ont suivi la thérapie CIBIT, par exemple, et qui ont encore des tics qui vont être chroniques. Fait qu'à ce moment-là, l'intervention plus en profondeur sur les processus sous-jacents peut être une option pour ces gens-là. J'accélère. Alors, la dernière étude dont je veux vous parler, c'est un essai clinique randomisé qu'on est en train d'implanter présentement à l'hôpital Rivière-des-Prairies. C'est une subvention qui couvre de 2024 à 2030. On a une collaboration avec Dr Pascal Abadie, donc au sein même de l'hôpital. On va recruter des jeunes de 14 à 21 ans, un groupe d'âge très peu sous-étudié en général, pas juste au sein des jeunes qui ont le syndrome G de la Tourette en général, mais aussi les jeunes qui ont le syndrome. Et ce que l'on veut faire, c'est à la suite de l'essai clinique randomisé où on a comparé à la thérapie usuelle, c'est le terme habituellement, on veut voir si on peut optimiser le traitement en ajoutant une modalité thérapeutique qui est vraiment liée aux éléments psychophysiologiques. Donc, cet élément-là est le biofeedback. Donc, on veut voir si le modèle COPS, avec ou sans biofeedback, quelle intervention va avoir le meilleur effet. Pourquoi biofeedback? Parce qu'en général, il y a des données, pas nécessairement avec une population qui a le syndrome G de la Tourette,
mais on sait que c'est une intervention qui peut aider, qui peut soutenir l'acquisition d'un contrôle volontaire sur des réponses physiologiques. Alors là, je vous ai fait un crash course sur le modèle COPS, mais c'est vraiment lié à ces éléments de contrôle-là physiologiques. On voit donc un arrimage théorique très clair entre les deux potentielles interventions. J'ai oublié de cliquer pour voir. C'est un peu le visuel que l'on a lorsqu'on fait du biofeedback, en fait, où l'exercice qui n'a aucun lien avec le tic est de garder la bille en équilibre en réagissant, en contrôlant les muscles. L'effet, le lien, très, très rapidement, je vais quand même prendre 10 secondes pour vous le dire, c'est qu'on sait qu'il y a des études, mon collègue Marc Lavoie a beaucoup documenté ces éléments-là sur le plan des réactions de la population des gens qui ont Tourette, qui vont utiliser leurs muscles souvent de façon 0 à 100%. Très peu de gradation. C'est très, très intense ou c'est au repos. Et donc, ce que l'on veut, c'est d'entraîner un contrôle musculaire qui va ensuite les aider à prévenir l'apparition des tics. Donc, l'exercice, c'est de doser l'impulsion pour garder la bille en équilibre, pour vraiment réaliser qu'on peut utiliser nos muscles à 25 à 30 à 75 de leur plein potentiel, pas obligé d'être 0 à 100 Je passe très vite, mais voilà l'idée générale. Et l'autre élément nouveau qu'on a dans cette étude-là, c'est par l'objectif secondaire d'examiner l'association entre certains prédicteurs biopsychosociaux et la sévérité des tics. Et un de ces prédicteurs-là, on en a plein comme l'estime de soi, différents éléments des fonctions cognitives, mais un aussi, c'est d'aller chercher une mesure de stress qui est objective. Par une mesure de cortisol, dans le cortisol cumulatif qui se mesure par une mèche de cheveux, où on a l'accumulation, si on veut, d'éléments de stress sur une période de 3 mois environ. Là aussi, je vais très, très, très rapidement, mais c'est pour vous dire à quel point on est parti d'évaluer l'intervention, de la comparer. Et là, on la compare et on va chercher des éléments de plus en plus pointus. Alors, nous sommes en attente de l'approbation éthique, surveiller les annonces de recrutement pour cette étude-là et éventuellement nos résultats préliminaires qui vous seront transmis lors d'autres événements comme celui-là. Je termine avec mon chapeau de directrice de la recherche en santé mentale pour vous dire un peu dans quelle mesure c'est important, à mon avis, de promouvoir, de valoriser la recherche clinique, notamment en santé mentale. Que ce soit le Fonds de recherche du Québec, tous les 3 fonds, là, en plus qu'avec la refonte des 3 fonds, on parle beaucoup de santé durable, ce qui a un lien particulier avec, entre autres, la santé mentale, que ce soit les IRST, les organismes subventionnaires, que ce soit le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il va beaucoup de soi en ce moment. C'est assez reconnu qu'il y a des enjeux de santé mentale importants dans la population. Bon, il y a toutes sortes d'études qui peuvent être contestées comme quoi ça a augmenté après ou pendant ou après la période de pandémie. Mais ce n'est pas le seul élément qui fait en sorte qu'en ce moment, les organismes s'entendent en général pour dire qu'une personne sur 5 au cours de sa vie minimum va rencontrer des enjeux de santé mentale. Donc, autant sur le plan des soins que de la recherche, c'est essentiel d'aller vérifier de quoi on parle, d'où ça vient, comment on peut ralentir ça, comment on peut intervenir pour le diminuer. Est-ce qu'on peut faire une prévention populationnelle, universelle pour freiner cette progression-là des enjeux de santé mentale? C'est un modèle, je m'excuse, la diapo est en anglais, je ne l'ai pas traduite. C'est le modèle de Keyes, je ne sais pas comment on prononce son nom, Keyes, je crois, qui, grosso modo, est de plus en plus répandu aussi
et qui tend vers l'idée qu'on peut avoir une bonne santé mentale ou une moins bonne santé mentale, que l'on ait un trouble de santé mentale sévère ou pas sévère. Autrement dit, si je reprends la clientèle dont je vous ai parlé beaucoup aujourd'hui, un jeune qui a le syndrome de la Tourette, même s'il y a des tics, même s'il y a des épisodes explosifs, pourra avoir une excellente santé mentale. Et un jeune qui n'a pas la Tourette, qui n'a pas de problématiques identifiées, diagnostiquées de santé mentale X, pourrait être dans un épisode de pas bonne santé mentale. Cette façon-là de concevoir la santé mentale, autant du point de vue des soins, des services que de la recherche, permet de rallier ce que je vois beaucoup à l'hôpital Rivière-des-Prairies par l'expertise des gens, autant dans les soins que la recherche que l'on développe, que l'on met de l'avant, qui est une espèce de convergence entre la neurodiversité ou les problématiques de troubles neurodéveloppementaux et les enjeux de santé mentale. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'avec une problématique X, on peut développer ou pas des enjeux de santé mentale? Donc, sur le plan médical, ça pourrait être de la recherche en pharmacothérapie. Ça pourrait être des éléments de mesures d'effet d'intervention comme j'ai décrit aujourd'hui. Ça pourrait être des mesures d'évaluation de programmes, de choses qui sont déjà faites en ce moment par les équipes, mais que l'on souhaiterait mesurer, quantifier, établir des lignes directrices éventuellement. On souhaiterait favoriser la mobilisation des connaissances par des événements comme aujourd'hui et d'autres où on ramène plus d'échanges, plus de co-construction entre les gens qui offrent les soins et les gens qui font la recherche pour regrouper et maximiser l'expertise de ces deux types d'avenues-là. Et tout ça, évidemment, dans le bénéfice du mieux-être de la population qui est desservie par les soins de toutes les institutions du CIUSNIM, mais aussi ici à l'hôpital Rivière-des-Prairies, des jeunes qui doivent avoir des soins en pédopsychiatrie. Merci beaucoup. Je voudrais savoir, parce que là, vous avez parlé d'une étude qui a été bouleversée par le fonctionnement des décès, la pandémie, etc. également. Puis, je me demandais pour tout ce qui est des études longitudinales comme ça, donc d'autres choses qui sont de notre contrôle, là, oui. Je pense à la pandémie, mais aussi, souvent ces enjeux-là au sein de la recherche, des changements législatifs peuvent nécessiter des modifications protocolaires en cours de recherche. Il y a l'arrivée de nouvelles technologies aussi, des fois, qui peuvent changer facilement ces choses-là. Puis si on projette plus loin, il peut même y avoir des déplacements de population liés à des enjeux climatiques quand les étudiants avec ça. Est-ce qu'il y a un conseil, est-ce que vous auriez un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans des études longitudinales, qui se préparent, qui envisagent un peu ce genre de choses-là avant de commencer à la dernière minute avec le développer? C'est une excellente question parce que je vais profiter de l'occasion pour répondre à la question en disant, en toute humilité, qu'on m'a déjà suggéré de prendre un autre créneau de recherche parce que celui-là était complexe et difficile et laborieux. Ma personnalité a fait en sorte que j'ai fait un peu à ma tête, mais effectivement, c'est pas facile. Il faut avoir une certaine flexibilité, il faut changer, il faut être prêt à changer un peu les protocoles, impliquant que ça induit des limites ensuite dans l'écriture des résultats. Tu sais, si on a un changement de protocole en cours de route, c'est la base d'une étude comme celle-là. Par ailleurs, cette flexibilité-là est cruciale, est importante parce que des études comme ça, dans le cadre de la recherche clinique, c'est à mon avis essentiel parce que c'est ce qui se rattache le plus à la réalité des gens puis à la réalité des situations. Et c'est vraiment là, repenser, j'avais une diapo avec l'espèce d'équilibre là,
soins et protocoles, c'est tout cet équilibre-là qui est difficile à atteindre, mais qui n'est pas impossible, ceci dit, mais qui est vraiment important pour pouvoir ensuite diffuser des résultats auxquels les gens vont se reconnaître. Tu sais, les études expérimentales sont aussi hyper importantes. Je dénigre absolument aucun processus, mais si on n'a que des études expérimentales, on a de la misère à les rattacher au quotidien et au fonctionnement des gens. Alors, le créneau que moi, je prends, puis il y en a d'autres, mais c'est le créneau de dire rattachons-nous le plus possible à la réalité des gens pour pouvoir porter leur réalité avec toutes les embûches ou fait qu'un conseil, pour répondre à la question précisément, un conseil, c'est, je dirais, de foncer et d'avoir en tête qu'entre le point A et le point B, le projet va avoir changé. Il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais la variabilité de l'équipe de recherche. C'est rare qu'on arrive à garder toute notre équipe pendant 7-8 ans. Et puis c'est normal, puis c'est correct. Mais quand les gens changent, des fois, les façons de faire, tu sais, c'est le jeu du téléphone, à un moment donné, imperceptiblement, les façons de faire changent. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'entre tel participant, on ne fait plus exactement le protocole de la même manière. Probablement que le seul passage du temps pourrait faire ça aussi, là. Mais bref, même si ça entraîne des résultats imparfaits, c'est notre job de les interpréter et de faire état de ces limites-là, ça nous donne quand même des résultats qui sont cruciaux pour les gens et pour l'amélioration des soins. Donc, mon conseil, ça serait de persévérer, finalement. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions qui sont survenues. Sinon, ben, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle semaine de la recherche en espérant vous voir vendredi à l'hôpital Rivière-des-Prairies à la journée de la recherche.